Bonjour monsieur, on voudrait en tant qu'APE vous remercier que vous soyez ici pour faire une conférence à nos enseignants du lycée français de Valence et on attend que ça soit une collaboration avec un futur, avec plus de... Alors on voudrait commencer par des questions que les différents groupes de la commission de l'école inclusive ont fait pour nous. Alors, la première question serait, comment aider un enfant qui a un trouble de l'apprentissage pour qu'il puisse s'engager à faire des efforts supplémentaires sans que cela soit vécu comme injuste, disproportionné ou sans victimiser l'enfant? Écoutez, il me semble que pour un enfant qui a des besoins particuliers, et en particulier des troubles des apprentissages, la question n'est pas vraiment qu'il fasse plus d'efforts. La question, c'est de bien comprendre à la fois ses talents et ses fragilités et de l'aider à les contourner. Donc il faut plutôt alléger. C'est-à-dire que toute la stratégie autour d'un enfant à besoin particulier, c'est celle-là. C'est de bien comprendre où sont quels sont les traitements qui lui sont difficiles, quels sont ceux qui lui sont coûteux, et de réussir à alléger ces traitements-là de façon à ce qu'il ne soit pas justement obligé de faire un effort supplémentaire ou trop important par rapport à ses camarades. De demander à un enfant dysgraphique de s'entraîner plus à écrire est totalement inutile. C'est-à-dire qu'on va constamment, si vous voulez, le solliciter sur sur une fonction qui lui est plus difficile que les autres, et donc il sera en situation de handicap et donc de désavantage. On n'est pas du tout donc, dans une logique de lui demander de faire plus d'efforts, on est dans une logique de pouvoir l'aider à atteindre les contenus tout en contournant ses difficultés. D'accord. C'est quelque chose à faire dans la classe, non? Et à la maison. Oui. À la maison. Un enfant qui a une difficulté d'écriture par exemple, les parents ne devraient pas s'obséder sur l'écriture manuelle, interroger l'enfant, prendre en note ses réponses et de façon à ce que finalement la trace écrite soit prise par le parent. Ce qui nous intéresse, c'est le contenu de l'apprentissage, c'est pas véritablement uniquement l'outil et en particulier l'écriture manuelle. Si, c'est très intéressant parce que parfois les parents ont tendance à faire un surplus aussi aux enfants. Tout à fait. C'est une tendance, si vous voulez, habituelle de vouloir pousser l'enfant à faire plus l'entraîner. Alors, en même temps, si vous voulez, ce sont des enfants qui ont besoin le plus souvent de plus de temps de maturation. C'est-à-dire que quelque part, il est vrai que je dis souvent que les enfants qui ont des troubles des apprentissages vont travailler différemment, mais vont peut-être travailler plus que les autres. Mais sans oublier le différemment. C'est-à-dire en évitant de l'épuiser par rapport à ce qui est le plus compliqué pour lui ou elle. Très bien. Parfois, la précocité intellectuelle coexiste avec d'autres troubles comme le DIS, le TCA ou le TDA. Alors, comment répondre simultanément aux différents besoins? Les troubles des apprentissages se définissent comme étant des difficultés spécifiques dans des domaines particuliers essentiels pour la vie en société, mais dans le contexte d'une intelligence normale. D'accord ? On ne parle pas de retard global et donc de troubles général de l'ensemble des fonctions cognitives. Donc ça veut bien dire qu'un enfant 10 ou un enfant qui a un trouble de l'attention est par définition un enfant intelligent. Alors il peut être pertinent, très pertinent, voire précoce, mais quelque part, avec un enfant dit précoce ou avancé ou très pertinent, l'approche ne sera pas différente. C'est-à-dire qu'on va pouvoir au contraire s'appuyer sur les talents de cet enfant de façon à ce qu'il puisse mieux contourner sa difficulté, mais au bout du compte, on apportera les mêmes types d'aide. Évidemment, cet enfant-là, par contre, aura l'avantage d'avoir toutes sortes de facultés d'adaptation qui lui permettront souvent d'aller plus vite que les autres pour s'emparer de ces aides. Intéressant. On entend souvent dire que les difficultés dans les classes liées aux besoins particuliers s'aggravent à partir de la 6e, à cause de nombreux professeurs qui interviennent et d'une nouvelle organisation pour ajouter aux besoins. Comment pouvons-nous aider nos enfants pour ne pas tomber dans la démotivation pendant cette période, quelle que soit la particularité de l'élève?
C'est une question très intéressante, hein. Ce virage entre le primaire et le secondaire, c'est quand même le moment de tous les dangers, puisque en primaire on a un seul enseignant, tout ça, et il y a de la différenciation pédagogique, il y a un adulte attentif, c'est facile d'avoir un dialogue avec les parents, alors que dès qu'on arrive au collège, on se retrouve avec une dilution des responsabilités, avec toute une richesse d'enseignants et donc des philosophies, des perceptions des enseignants qui peuvent être très, très variées. Donc il est vrai qu'il faut d'abord, premier point, s'y prendre tôt. Quand il y a un trouble d'apprentissage, quand il y a un besoin particulier, il ne faut pas attendre trop tard. Parce qu'il est vrai que le primaire peut masquer un certain nombre de choses et on peut avoir tendance, si vous voulez, en tant que parent ou enseignant, à laisser filer parce qu'on va se dire que finalement l'enseignant va compenser. Alors qu'on va se retrouver devant un mur, puisque l'enfant ne sera pas prêt et il ne sera pas, si vous voulez, autonome. Donc créer, si vous voulez, les facteurs de l'autonomie et l'indépendance en classe de l'enfant, donc mettre en place les adaptations le plus tôt possible. Détecter le plus tôt possible, mettre en place les adaptations de façon à ce que l'enfant soit un acteur de ces adaptations et qu'il puisse donc être une contrepartie active avec le ou les enseignants à partir du collège. Vous parlez de travailler aussi depuis le CM2, alors cette autonomie? Bien sûr, mais même avant. Si vous voulez, un trouble d'apprentissage, ça ne se découvre pas en CM2 la plupart du temps. Si vous avez un trouble de la lecture, dès les premiers apprentissages formels, on va découvrir les difficultés de l'enfant qui peuvent s'amoindrir, s'approfondir en fonction de toutes sortes de facteurs, mais on ne va pas le découvrir l'avant-veille de l'entrée au collège. Donc il faut éviter, si vous voulez, cette sorte de déni qui pourrait être partiellement, parce que le trouble pourrait être partiellement compensé au primaire, parce qu'il faut évidemment anticiper cette entrée au collège qui demandera plus d'autonomie et d'indépendance de l'élève. Devons-nous communiquer et expliquer à nos enfants leurs troubles et leurs particularités? Et une autre question, quels sont les avantages d'expliquer aux camarades de la classe qu'ils ont des besoins différents? Ça, c'est une question assez épineuse. Parce qu'il faut alors d'abord éviter les cachotteries. De toute façon, l'enfant, il n'est pas dupe, il sait très bien qu'il a un problème. En revanche, il faut absolument éviter, si vous voulez, ce que j'appelle essentialiser le trouble. C'est-à-dire qu'un enfant reste un enfant. S'il y a une dyslexie, l'enfant ne devient pas brusquement un dyslexique. Il reste un enfant qui a une difficulté de lecture. Il ne faut pas que l'enfant finisse par aussi y trouver une sorte d'explication à toutes ces difficultés et une raison en fait de renoncement. Et inversement, il faut en tant que parent soutenir, en tant qu'enseignant contourner. Donc c'est tout un équilibre fin dans lequel il faut garder cette relation transparente avec l'enfant, mais pas tout ensuite analyser à l'aune du trouble qui aurait pu être détecté. Et donc laisser à l'enfant cette sorte justement de motivation et de capacité d'investissement dans les apprentissages, sans lui dire qu'il a toujours, si vous voulez, cette sorte d'épée de Damoclès ou de poids supplémentaire, tout en reconnaissant qu'il a besoin d'adaptation. Alors pour les camarades, si vous voulez, ça me paraît intéressant. Normalement, c'est réservé à l'enseignant de faire ça. L'enseignant est un professionnel de la pédagogie et de pouvoir expliquer pourquoi tel enfant a des besoins particuliers et des besoins d'aménagement, pour qu'il n'y ait pas une perception que ce soit injuste ou excessif. Et c'est là où ça doit être fait de manière, j'ai envie de dire, relativement spécifique, léger, sans en dire trop, mais en évitant là aussi de faire sans dire. Voilà, très bien. Est-ce que vous pensez que la scolarisation des enfants avec TSA dans l'école ordinaire a des avantages pour la communauté éducative? Et est-ce qu'il est important pour l'éducation de tous dans la diversité? Alors vous parlez de TSA, trouble spécifique des apprentissages ou trouble du spectre autistique? Artistique, non? Autistique. D'accord. De toute façon, toutes les différences ont leur place à l'école. Il y a une loi maintenant qui s'appelle la loi de 2005 en France et qui est finalement voilà, une sorte d'ambition dans tous les pays maintenant qui souhaitent accompagner les enfants à développer leur plein potentiel. Si vous voulez, c'est que tous les enfants ont leur place dans l'école ordinaire. Alors évidemment, c'est une grande richesse. Ça permet effectivement que la société soit plus inclusive. Maintenant, il ne faut pas être dans l'illusion. Ça demande que les personnels soient formés, ça demande à ce qu'il puisse y avoir un certain nombre d'accompagnements de façon à ce que cette inclusion ne soit pas illusoire et ne soit pas un poids supplémentaire pour l'enfant et les familles. Puisque c'est ce qu'on peut constater. Il peut y avoir des éléments paradoxaux. C'est que l'enfant a sa place dans la classe, mais si il est toujours à la traîne, il n'est pas respecté dans sa différence, évidemment, il va
s'épuiser et il ne va pas pouvoir vraiment développer toutes ses compétences. Donc oui, évidemment, l'enfant, quels que soient ses besoins, ses talents et difficultés, a sa place dans une classe ordinaire, mais il faut que tout le monde soit partie prenante, que la formation soit bien diffusée et que toutes les compétences soient là pour que l'enfant soit bien accompagné. Et pour les troubles 10, en dehors de l'école, quelle serait la thérapie la plus efficace et comment les parents peuvent les aider à la maison? Alors là, pour le coup, il n'y a pas de réponse unique. La première étape, quand on a une suspicion d'une difficulté scolaire spécifique, d'un trouble des apprentissages, mais qui est généralement révélé par un symptôme scolaire, un enfant qui a du mal à lire, qui a du mal à écrire, qui a du mal à focaliser son attention, etc., ou des difficultés d'interaction sociale, à partir de là, si vous voulez, c'est vraiment d'abord, si vous voulez, d'élucider le problème. Et donc, il faut passer par des bilans, et si les difficultés sont relativement intriquées, de faire un bilan neuropsychologique complet de façon à mettre en perspective à la fois, une fois de plus, les compétences de l'enfant et ses difficultés. Donc il n'y a pas de réponse unique. À partir du bilan, il y a une sorte de cartographie de l'ensemble des fonctions cognitives, de ce qui est préservé, de ce qui l'est moins, et à ce moment-là de choisir là où les démarches nécessaires, avec qui travailler, pour faire quoi, avec quelle intensité, comment aider à l'école à contourner les difficultés, mais aussi à la maison. Et puis évidemment les aménagements plus institutionnels. Donc ça va être toute une démarche qui prend un certain temps, de façon à la fois à prendre soigneusement le temps de comprendre ce qui se passe, de faire un diagnostic fin et de proposer une feuille de route. Ouais. Donc ça, cette feuille de route, elle sera vraie et valide aussi bien à l'école qu'à la maison. Il faut que tout le monde s'accorde bien sur ses responsabilités. Exactement. Le sentiment d'échec accompagne souvent l'enfant et l'adolescent avec le TDA. Comment travailler avec eux pour améliorer l'estime de soi? Ça, cette question d'estime de soi, elle est générale. C'est-à-dire que tous les enfants qui ont des besoins particuliers, très souvent, finissent par s'épuiser, perdre en confiance en eux, sont victimes de colibets ou de différences par rapport à leurs camarades. Évidemment, l'enfant a beau lui dire « mais si, tu vas y arriver », tant qu'il n'a pas des résultats concordants avec ce qu'il pense. Donc, si vous voulez, à partir de là, en ayant mis en place ces stratégies qui permettent à l'enfant d'être moins, comment dirais-je, dispersé, attiré par toutes les stimulations de l'environnement, on va faire un certain nombre on pourra provoquer des améliorations et donc de ce fait reconstruire avec l'enfant sa confiance en lui. Faut qu'il ne soit pas en position d'échec tout le temps, non? Je pense un peu... Oui, mais ça veut dire que c'est une stratégie à plusieurs détentes. Qu'est-ce qui peut aggraver cette difficulté? Comment à la maison s'assurer que l'enfant travaille dans un environnement qui ne sera pas trop gênant pour lui? Comment segmenter son travail de façon à ce qu'il n'ait pas besoin, si vous voulez, de passer 3 heures sur ses devoirs, se coucher tard, donc perdre en sommeil et être encore plus fatigué le lendemain, donc encore plus sensible à ces troubles. Comment à l'école s'assurer que l'enseignant régulièrement le rappelle du regard, du geste, comment s'assurer qu'il prépare ses affaires, que sa table n'est pas constamment désordonnée. Et puis après, il faut travailler avec des professionnels de santé. Dans les troubles de l'attention, on a aujourd'hui un certain nombre de stratégies médicales qui permettent de compenser le trouble. Comme dernière question, nous voyons nos enfants plus ou moins s'adapter dans le milieu scolaire. Mais il y a une souffrance quand ils renoncent trop à leurs intérêts, à leurs aspirations, dans le but d'être acceptés par ses camarades ou pour ne pas déranger la maîtresse. Comment pouvons-nous les aider pour que ce processus d'adaptation soit plus équilibré et respectueux dans la différence? Plus concrètement dans la précocité intellectuelle. Si vous voulez, dans la précocité, comme dans toutes les questions liées, comment dirais-je, à la différence, évidemment, c'est une question plus systémique. Il faut évidemment, on l'a dit, que l'enseignant prépare sa classe, que les élèves qui sont très souvent très normatifs, les enfants sont très cruels entre eux et cherchent toujours à ne voir que des pères qui sont un peu semblables à eux. Donc il est clair que tout le monde doit être préparé. Il faut que l'enfant lui-même à la fois soit sensible à la fois à sa différence mais à sa similitude aux autres pour être le plus possible en adéquation.
Si l'enfant a vraiment des difficultés avec ses pairs, il peut aussi suivre une thérapie de soutien qui lui permet de mieux comprendre, d'analyser les situations sociales dans lesquelles il s'est retrouvé décalé, il s'est retrouvé en confrontation avec l'autre, de façon à pouvoir mieux s'ajuster, de communiquer de manière plus efficace et plus harmonieuse avec les autres. C'est donc tout un système sur le long terme qui permet à l'enfant à la fois de continuer à assumer pleinement ses talents, ses facilités et ses éventuelles difficultés, tout en s'ajustant au monde qui l'entoure. Or, l'intelligence, c'est l'adaptation. Donc, on peut s'appuyer là-dessus, en particulier chez l'enfant particulièrement pertinent, pour pouvoir conquérir, si vous voulez, ce confort de vie avec les autres. Conquérir, c'est un... Alors, je vous remercie encore une fois, Monsieur Glassel, d'avoir accepté de faire partie de notre projet à travers cette conférence qu'on aura cet après-midi pour les professeurs, les enseignants. Et nous espérons qu'aujourd'hui soit le début d'une collaboration fondamentale avec les parents, le corps d'enseignants, pour trouver le bien-être, surtout notre objectif, les enfants, les élèves. Merci beaucoup pour votre invitation, j'y suis très sensible et je suis bien entendu à la disposition du corps enseignant, des parents et des enfants pour faire avancer tout ça de manière aussi efficace que possible. Merci beaucoup. Merci à vous.